Lors de la lecture du testament, mes parents ont donné 10 millions de dollars à ma sœur et m'ont dit d'aller gagner ma vie. Puis l'avocat de grand-père s'est levé et a lu un secret qu'il avait gardé rien que pour moi. Ma mère s'est mise à hurler. C'était un chaud après-midi de septembre à Austin. Quand je me suis garée devant la vieille maison du ranch, les carillons éoliens sur le porche tintaient faiblement. Le même son qui avait autrefois signifié la sécurité et les après-midi d'été remplis de rire. Maintenant, il me semblait étranger, presque creux. Je n'étais pas venue ici depuis plus d'1 an, non pas que je ne le voulais pas, mais parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait plus personne à qui rendre visite. Quand la porte d'entrée a grincé en s'ouvrant, ce n'est pas une étreinte qui m'a accueillie, but une voix aussi froide que la moustiquaire rouillée à travers laquelle elle passait. Alors, tu as enfin décidé de te montrer, a dit mamie, les yeux vifs, les bras croisés. Je me suis figée. Ces mots me piquèrent plus que je ne l'aurais cru. Mamie, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé en m'approchant. Ils m'ont dit que tu étais dans une maison de retraite, que toi et Papineux. Elle me coupa la parole, en levant une main tremblante. Ce simple geste fut comme une gifle. Ton grand-père t'a appelé Elena encore et encore sur son lit de mort. Il n'arrêtait pas de te réclamer, sa petite scientifique. Mais tu n'as jamais répondu. Tu n'es jamais venu. J'eus le souffle coupé. Ce n'est pas vrai, dis-je, la voix tremblante. S'il te plaît, laisse-moi voir le numéro qu'il appelait. Elle hésita un instant, puis disparut dans la maison. Quand elle revint, elle tenait un petit carnet, les coins usés, les pages légèrement gondolées. Elle me le tendit. Je reconnus instantanément l'écriture de Papy, mais le numéro sur la page n'était pas le mien. Pas même de loin. Ce n'est pas mon numéro, murmurai-je. J'ai le même depuis le lycée. Ses sourcils se froncèrent. Ils nous ont dit que tu l'avais changé en partant à l'université, dit-elle, la voix plus basse maintenant. Ils ont dit que tu ne voulais pas être dérangé. Que tu voulais de l'espace. Que tu avais honte de nous. Non, dis-je en reculant, mes jambes soudainement faibles. Je m'agrippai à la rampe du porche pour me soutenir. Mamie, je suis rentrée à la maison pendant les vacances de printemps. Je suis venue ici. Vanessa était là. Elle m'a dit qu'il n'y avait personne. Le visage de mamie devint pâle. Nous étions là. Nous avons toujours été là. Elena, qu'est-ce que tu racontes? Ils m'ont menti, dis-je, la colère montant dans ma poitrine comme une vague. Ils m'ont dit que toi et Papy aviez été placés dans un établissement de soins à Cedar Ridge. Ils ont dit que les visites n'étaient pas autorisées à cause de la quarantaine. Qu'il valait mieux que je reste à l'écart et que je me concentre sur mes études. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. On aurait dit qu'on lui avait coupé le souffle. Ils ont dit que tu ne voulais pas nous voir, murmura-t-elle enfin. Que tu avais une nouvelle vie maintenant, que nous n'y avions plus notre place. Un rire amer m'échappa, sec et tremblant. Je n'ai jamais rien dit de tout ça. Ils m'ont coupé de vous intentionnellement. Ils ne m'ont même pas dit que Papy était malade avant qu'il ne soit trop tard. Ils m'ont dit que les funérailles étaient à 13h aujourd'hui. Je suis arrivée à l'église et elle était vide. Elle cligna lentement des yeux et s'assit sur la balançoire du porche, comme si ses genoux ne pouvaient plus la porter. Les funérailles étaient à 9h du matin, murmura-t-elle, la prise de conscience s'étalant sur son visage comme une ombre. Ils ont dit à tout le monde que tu n'étais pas venu, que tu t'en fichais. J'avalai la boule que j'avais dans la gorge. Je n'aurais jamais manqué ces funérailles. Jamais. Il était le seul à croire en moi. Le porche devint flou alors que mes yeux s'emplissaient de larmes. Sans réfléchir, je tombai à genoux à côté d'elle et enfouis mon visage dans son giron. Pendant un long moment, nous ne dîmes rien. Seul le vent parlait, chuchotant à travers les arbres comme s'il portait lui aussi des secrets. Il est mort. En pensant que je ne m'en souciais pas, sanglotai-je. Nous savons la vérité maintenant, dit doucement mamie, me caressant les cheveux comme elle le faisait quand j'étais petite. Nous savons, Elena. Mamie essuya ses larmes avec le bord de sa manche, puis me regarda avec une assurance que je n'avais pas vue depuis des années. La tristesse dans ses yeux n'avait pas disparu, mais elle était maintenant mêlée à quelque chose de plus tranchant. De la détermination.
Elle se leva lentement, époussetant une poussière imaginaire de sa jupe, puis entra dans la maison. Je la suivis, incertaine de ce qui allait se passer. Dans le salon, tout était exactement comme dans mes souvenirs, sauf l'air. Il était plus lourd maintenant. Elle décrocha le téléphone de son socle près du mur de la cuisine. Le vieux téléphone à cadran cliqueta tandis qu'elle composait le numéro. Chaque chiffre était un choix délibéré qui ne pouvait être annulé. J'observais ses doigts, remarquant comment la peau s'était amincie au fil des ans, les veines bleues plus proéminentes sous la surface. Pourtant, il n'y avait rien de fragile dans sa posture. Le chagrin s'était durci en autre chose. De la détermination. Ses doigts tremblaient légèrement en composant le numéro, mais quand elle parla, sa voix avait retrouvé cette fermeté inébranlable dont je me souvenais de mon enfance. « Betty. »« Oui, c'est moi, » dit-elle sèchement. « J'ai besoin que toi, Jacob et Vanessa veniez tout de suite. » J'entendis une voix étouffée à l'autre bout du fil. Mamie le coupa avant qu'il ne puisse finir. « Non, ça ne peut pas attendre. Je vous attends dans l'heure. » Elle raccrocha sans dire au revoir. Puis elle se tourna vers moi. « L'avocat est en route aussi, » dit-elle, la voix calme, mais en dessous, quelque chose brûlait. « Ton grand-père. Il a laissé des choses qui doivent être lues à voix haute devant tout le monde. » Je ne dis pas un mot. Je hochai simplement la tête. Je n'étais pas prête pour ce qui allait arriver, mais je n'avais plus rien à perdre. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. « Reste dans la cuisine jusqu'à ce que je t'appelle, » dit mamie en posant une main douce sur mon épaule. Je m'assis à la petite table de la cuisine, celle où papy avait l'habitude de boire son café du matin en lisant les articles scientifiques que je découpais pour lui. À travers le mur, j'entendais leur voix. Le ton trop enjoué de maman, la politesse calculée de papa, le soupir d'ennui caractéristique de Vanessa, puis le silence, et enfin la voix de mamie, claire et tranchante. « S'il vous plaît, tout le monde, asseyez-vous. Monsieur Cullen Reeves est ici pour lire le testament de David. » C'était mon signal. J'entrai dans le salon. Les 3 têtes se tournèrent brusquement dans ma direction. Le faux sourire de ma mère vacilla. Le visage de mon père devint d'une pâleur fantomatique. Les lèvres de Vanessa s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Je pouvais voir les calculs fuser dans leurs esprits. Pourquoi étais-je ici? Pourquoi mamie les avait-elle invités sous de faux prétextes? Le salon semblait plus petit que dans mes souvenirs. Le canapé fleuri délavé où ma grand-mère était maintenant assise. Le fauteuil où mon père était perché inconfortablement. La table basse antique avec des auréoles laissées par des décennies de verre de thé glacé. Tout semblait rétrécir en présence de ce qui allait se dérouler. L'air était lourd d'accusations tacites, de secrets sur le point de faire surface. Monsieur Reeves ouvrit lentement sa mallette et en sortit une épaisse enveloppe, du genre qui ne contenait pas seulement des instructions légales, mais aussi des secrets. Il s'éclaircit la gorge. Moi, Walter Dawson, étant saint d'esprit et d'intention claire, déclare ceci être mon dernier testament. La pièce devint absolument silencieuse. Monsieur Reeves continua la lecture. À ma femme bien-aimée, Hélène Dawson, je lègue notre maison familiale et une provision financière à vie pour ses soins et son confort. L'expression de mamie ne changea pas. Elle le savait déjà. À ma petite fille, Helena Dawson, je lègue le centre de recherche nouvellement construit au 482 Pine Ridge Lane, y compris tout l'équipement de laboratoire, les droits de propriété intellectuelle sur tous les projets en cours sous mon parrainage. Et les fonds nécessaires pour la poursuite du développement et du personnel. Une fissure parcourut la pièce. Ce fut subtil au début, une inspiration brusque de papa, le tic de l'œil de maman, mais ce fut Vanessa qui rompit le silence. C'est une blague, j'espère. Sa voix tremblait de fureur. Tu lui as donné le labo, tout le fichu complexe. Monsieur Reeves ne s'y a pas, et enfin, le reste de ma succession, compte, actifs et investissements, sera divisé à parts égales entre mes 2 petites filles, Helena et Vanessa Dawson. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vanessa se leva si vite que sa chaise grinça contre le plancher en bois. Son visage était rouge. Ses lèvres se retroussèrent d'incrédulité. C'est insensé. Non. Non.
J'étais censée tout avoir. C'est ce que vous aviez dit. Elle se tourna vers ses parents, la voix brisée. Vous aviez promis. Vous m'aviez dit que si je lui rendais visite, si j'agissais comme la bonne petite fille, si je jouais le jeu, tout serait à moi. Je la fixais, glacée. Il l'avait forcée à jouer la comédie, à mentir, à manipuler un mourant pour de l'argent, et elle l'avait fait de son plein gré. Mais mamie n'avait pas fini. Il y a autre chose, dit-elle froidement, en cherchant dans le tiroir à côté d'elle et en sortant une lettre pliée. Sa main tremblait en la passant à Monsieur Reeves. Walter voulait que ceci soit lui aussi. Monsieur Reeves déplia lentement la lettre, en prenant soin de ne pas déchirer les bords fragiles. Le papier avait légèrement jauni, mais l'écriture de papy restait audacieuse et ferme, comme s'il avait écrit chaque mot avec une clarté inébranlable. Il s'éclaircit la gorge avant de lire à voix haute. À ma très chère Helena, si cette lettre est lue, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés. Et bien que cette pensée me brise le cœur, j'espère que ces mots porteront une partie de l'amour que je n'ai pas pu te montrer assez dans la vie. Tu as toujours été différente. Pas d'une manière qui nécessitait d'être corrigée, mais d'une manière qui rendait le monde plus riche. Pendant que d'autres couraient après le bruit, tu cherchais la vérité. Pendant qu'ils se donnaient en spectacle, tu observais. Tu étais ma petite scientifique, ma fierté, mon héritage. Une inspiration brusque me coupa le souffle. Je sentais déjà le regard de ma mère me brûler, mais je ne détournais pas les yeux. Je t'ai vu grandir avec des questions dans les yeux auxquelles personne autour de toi ne semblait intéressé à répondre. J'ai vu la façon dont tu serrais ton petit carnet à 7 ans. Notant combien de temps il fallait à la pluie pour remplir un bocal en verre. J'ai vu comment ta joie s'estompait chaque fois que ta mère t'ignorait, chaque fois que ton père changeait de sujet. Et j'ai regardé, impuissant. Ta brillance les mettre mal à l'aise parce qu'ils ne pouvaient pas la comprendre, et pire, parce qu'ils n'ont jamais essayé. Vanessa s'agita sur son siège. Maman croisa les bras. Papa détourna le regard. Vanessa a toujours été plus bruyante, plus facile à féliciter, plus confortable pour eux en tant que parents. Et donc, ils ont tout déversé sur elle. L'attention, l'affection, l'argent. Je ne la blâme pas entièrement pour la façon dont les choses se sont déroulées. Elle a joué le rôle qu'ils avaient écrit pour elle. Mais toi, Helena, tu as construit ton propre scénario. Cela a demandé un courage que j'ai admiré plus que tu ne l'as jamais su. Une larme glissa sur ma joue. Mamie prit ma main, la serrant doucement. Je me souviens d'une fois, après que tu as gagné ton premier concours scientifique régional. Tes parents ne sont même pas venus. Ils étaient à la répétition de la pièce de Vanessa. Tu es venue sur le porche après, tenant le trophée à 2 mains. Ne sachant pas si tu devais être fière ou honteuse. Tu as demandé si nous pouvions le mettre dans la boîte sous ton lit au lieu de sur l'étagère. Tu as dit, peut-être que si je ne le montre pas, ils arrêteront de me regarder comme si j'étais l'enfant de quelqu'un d'autre. Mon cœur s'est brisé ce jour-là. Je sentis la pièce se rétrécir autour de moi. Ma mère restait rigide. Mon père était devenu pâle. Vanessa était silencieuse, se mordant la lèvre inférieure. Tu méritais plus que ce qu'ils t'ont donné. Pas seulement des choses, mais de la reconnaissance, de la chaleur, un espace pour être exactement qui tu es. Et bien que je ne puisse pas réécrire le passé, je peux m'assurer que ton avenir est construit selon tes propres termes. C'est pourquoi j'ai construit le laboratoire pour toi. C'est pourquoi j'ai changé le testament. Tu n'es pas une erreur. Tu es un miracle qu'ils n'ont jamais mérité. Monsieur Reeves replia lentement la lettre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me souviens des trophées, de la boîte sous mon lit, de la façon dont je m'asseyais pendant des heures, les réarrangeant comme les pièces d'un puzzle que je ne savais pas comment assembler. Je me souviens avoir caché des certificats dans des tiroirs. Je me souviens de Vanessa disant, « Personne n'aime les je sais tout », chaque fois que j'ouvrais la bouche devant ses amis. Et je me souviens avoir fait ses devoirs pour elle. « Tu es juste meilleure à ces trucs », disait-elle en jetant ses livres devant moi sans même demander. « Vanessa, c'est de la triche », lui avais-je dit une fois. « Helena, aide ta sœur », avait sèchement répliqué maman depuis le couloir.
La famille, ça s'entraide. Mais ce n'était jamais de l'aide. C'était du contrôle. Il y avait un schéma. Vanessa exigeait, mes parents cédaient, et je me pliais parce que je pensais que peut-être, si j'étais utile, je serais aimée. Parfois, je les entendais parler quand ils me croyaient endormie. Je ne comprends juste pas d'où ça lui vient, chuchotait maman. Elle n'est pas comme nous, disait papa, presque amusé. Peut-être qu'on a ramené le mauvais bébé de la maternité. Il riait. Moi, jamais. Je baissais les yeux sur mes mains maintenant. Plus âgée, plus stable, plus forte que celle qui serrait une loupe dans le jardin, essayant de capturer la lumière du soleil dans un bocal. Papy m'avait vu. Il m'avait toujours vu. Et maintenant, il s'était assuré que le reste du monde devait le faire aussi. J'ai toujours été la discrète. Celle qui restait en arrière pendant que le reste de la famille avançait comme une unité bien huilée. Vanessa toujours sous les projecteurs. Mes parents orbitant autour d'elle comme des planètes autour d'un soleil. Je n'avais pas besoin de leur attention, me disais-je. Pas vraiment. Mais même les mensonges deviennent lourds quand on les porte assez longtemps. Pendant que Vanessa dansait sur scène dans des costumes scintillants, j'étais assise au dernier rang de l'auditorium, retenant mon souffle chaque fois que maman se levait pour applaudir. Elle n'a jamais applaudi comme ça pour moi. Je ne pense même pas qu'elle savait quand avait lieu mon exposition scientifique. Je me souviens d'un anniversaire, je devais avoir 10 ans. Mamie et papy étaient venus du ranch en voiture et papy m'avait donné un kit de microscope emballé dans du papier journal avec un œufet de ficelle. J'étais aux anges. Vanessa leva les yeux au ciel. Bien sûr, elle voudrait une boîte de germes, marmonna-t-elle. Maman rit. Eh bien, c'est notre Elena. Toujours notre petite excentrique. Cette nuit-là, j'installai le microscope sur le comptoir de la cuisine, trop excitée pour attendre. J'avais préparé des lames avec de l'eau de marc, des morceaux de peau d'oignon, des pétales de fleurs, tout ce qui me tombait sous la main. Mais juste au moment où je me penchais pour faire la mise au point, la voix de maman traversa le couloir comme une lame. Elena, nettoie ça. Les amis de Vanessa vont arriver. Je ne veux pas de ton bazar scientifique dehors. Elle ne m'a même pas regardé en le disant. C'était le schéma. Vanessa avait des gens. Elle avait des fêtes, des célébrations, le genre de photos de famille où tout le monde souriait. J'avais des livres, le silence, un monde que je construisais à partir de pages et de formules parce que le vrai n'avait pas de place pour moi. Même quand je réussissais des choses bourses, prix, invitations à des camps de recherche d'été, mes parents les traitaient comme des corvées. Je dois remplir encore des papiers. Tu ne peux pas sauter celui-là? On a déjà fait le dernier camp. Et le voyage de Vanessa à Miami? On ne peut pas être partout. Il ne réalisait pas que c'était les seules choses qui me maintenaient à flot. La reconnaissance d'étrangers signifiait plus que le silence de mon propre sang. Et ce n'était pas seulement de la négligence. Parfois, cela ressemblait à du ressentiment, comme si mon existence même compliquait l'histoire qu'il voulait raconter sur notre famille. À l'école, j'ai entendu ma mère parler à un autre parent une fois. Elena. Oh, c'est notre petit génie, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un peu intense parfois, mais nous essayons de l'aider à être plus normale. Je me souviens m'être réfugiée dans les toilettes et avoir verrouillé le cabinet, m'agrippant au bord du réservoir pour ne pas trembler. Même dans les moments où j'essayais de les atteindre, quand j'ai été admise au programme pour surdoués, quand j'ai été acceptée à l'université en avance, ils ont réagi avec peur, pas avec fierté. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Tu seras si loin. Ne te précipite pas dans la vie, Elena. C'est bien d'être ordinaire. Mais je n'étais pas ordinaire. Je ne l'avais jamais été. Et papy le savait. Il était le seul qui n'essayait pas de me faire sentir plus petite. Il m'a trouvée un jour en larmes derrière la grange après que Vanessa m'ait dit que je ne serais jamais assez jolie pour compter. Je devais avoir 12 ans. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il m'a juste tendu un carnet de poche et a dit, écris les choses qu'ils ne comprennent pas. Un jour, le monde comprendra. Ce carnet est resté avec moi tout au long du lycée,
à travers chaque expérience ratée, chaque déjeuner solitaire, chaque anniversaire invisible. C'était mon ancre, mon armure. Maintenant, assise dans ce salon avec cette même famille en face de moi, prétendant que je ne méritais rien de tout cela, prétendant que j'étais l'égoïste, je sentis tout le poids de ces années s'installer autour de moi comme une armure reforgée. Ils avaient passé une vie à essayer d'éteindre ma lumière. Mais papy m'avait construit un espace où je pouvais briller sans m'excuser. Et maintenant, il n'avait d'autre choix que de regarder. Le silence après la lecture de la lettre ne dura pas longtemps. Vanessa bondit de sa chaise. Son visage était rouge de rage et d'incrédulité. Sa voix se brisa en crachant les mots. C'est ridicule. Pourquoi devrait-elle avoir quoi que ce soit? Elle n'était même pas là. Elle a disparu pendant des années et soudain, elle débarque et prend la moitié de tout. Le labo, l'argent. Ses yeux se tournèrent vers maman et papa. Vous aviez dit que c'était à moi. Vous aviez promis. Le visage de ma mère était vide, illisible, mais ses doigts se tordaient sur ses genoux comme si elle essayait d'essorer de l'air. Nous avions un accord, continua Vanessa, sa voix montant à chaque mot. J'ai fait ce que vous avez demandé. J'ai joué le rôle. Je lui ai rendu visite quand vous me l'avez dit. J'ai dit toutes les bonnes choses. J'étais la petite fille parfaite. Sa voix se cassa. Vous m'avez fait supplier un mourant pour obtenir ses faveurs. Cette phrase resta en suspens dans l'air comme la fumée après un coup de feu. Même mamie cligna des yeux. Et maintenant, je suis censée juste partager? Vanessa laissa échapper un rire sec et amer. Avec elle. Je levai lentement les yeux, croisant son regard pour la première fois depuis mon entrée. Je n'avais plus de colère, plus de peur, juste de la clarté. Tu ne lui as pas rendu visite parce que tu t'en souciais, dis-je calmement. Tu lui as rendu visite parce qu'on t'a dit qu'il y aurait une récompense. Vanessa se figea. Tu n'as jamais passé des heures avec lui à parler de livres, d'expériences ou de son jardin, continuai-je, ma voix calme. Tu ne t'es jamais assise à son chevet à l'hôpital, sauf si quelqu'un te le demandait. J'ai peut-être été tenue à l'écart par des mensonges, mais au moins, j'étais sincère dans mon amour pour lui. Assez, aboya maman en se levant brusquement. Ce n'est pas le moment de faire la morale à ta sœur, Elena. Tu ne comprends pas la pression que nous avons tous subie. La pression, répétai-je, presque en riant. Tu veux parler de la pression de cacher la vérité? De m'isoler des seules personnes qui me soutenaient? Papa se leva, ajustant le col de sa chemise comme s'il se préparait pour une réunion de conseil d'administration. Elena, soyons raisonnables, dit-il doucement. Pense à ce que tu fais. Ton éducation a déjà été entièrement payée. Tous ces camps scientifiques, les compétitions, les voyages internationaux. Sais-tu combien ça nous a coûté? La pièce vacilla. Mon souffle se coupa, puis se stabilisa. Vous n'avez rien payé de tout ça, dis-je, la voix basse mais vive. C'était mamie et papy. Chaque frais d'inscription, chaque billet d'avion, chaque pièce d'équipement de laboratoire. C'était tout eux, pas vous. Papa ouvrit la bouche, mais je le coupai. Vous avez été clair dès le début que je n'étais pas votre priorité. Vous avez été très clair. Ce n'est pas la question, lança maman. La famille, c'est le sacrifice. Vanessa en a plus besoin que toi. Si tu veux honorer la mémoire de ton grand-père, tu signeras ta part. Mamie se leva à son tour, lentement. Ses mains tremblaient, mais sa voix non. Comment osez-vous, dit-elle, sa voix si tranchante que l'air sembla s'amincir. Comment osez-vous vous tenir ici, dans la maison que mon mari a construite, et parler de sacrifice? Maman cligna des yeux. Hélène, non. Vous l'avez trompé, manipulé, aboya mamie. Vous lui avez menti en face pendant qu'il se mourait. Et maintenant, vous avez le culot de parler de famille. Elle se tourna vers Vanessa. Tu as peut-être joué ton rôle, ma fille, mais ce n'était jamais de l'amour. C'était une transaction. Et j'ai honte de dire que je ne l'ai pas vu plus tôt. Le visage de Vanessa se tordit, mais elle ne dit rien. Mamie prit une profonde inspiration. Sa main agrippa le bras de son fauteuil avec une fureur silencieuse.
Je regrette seulement que David vous ait laissé quoi que ce soit. Puis elle se tourna vers la porte. Partez, dit-elle, la voix ferme. Tous. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Personne ne bougea. Alors elle éleva la voix, non pas en volume, mais en conviction. Maintenant. Maman essaya de raisonner. Hélène, nous sommes de la famille. Plus maintenant, dit-elle. Vanessa sortit la première en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu sur le plancher en bois. Mes parents suivirent, marmonnant quelque chose sur des contestations juridiques et une reconsidération. Mais ils partirent, et pour la première fois de ma vie, ils ne pouvaient rien emporter avec eux. La maison retomba dans le silence. Un silence plus calme, pas tranchant, juste libre. Alors que la porte se refermait derrière eux, je sentis quelque chose changer en moi. Pas seulement du soulagement, mais un nouveau vide étrange qui n'était pas entièrement désagréable. C'était l'absence de quelque chose que j'avais porté trop longtemps. Le besoin désespéré de leur approbation, le poids de leurs attentes, la déception constante. Sans cela, je me sentais plus légère. Mamie et moi restâmes dans le couloir, écoutant les portières de voitures claquer, le moteur démarrer, les pneus crisser sur le gravier alors qu'ils s'éloignaient. Et maintenant, demandai-je, ma voix sonnant étrangement dans la maison silencieuse. Mamie me regarda. Me regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis mon arrivée. Maintenant, on reconstruit, dit-elle simplement. Exactement comme Walter l'aurait voulu. Cette nuit-là, je dormis dans mon ancienne chambre au ranch. Le plafond avait encore ces étoiles phosphorescentes que papy m'avait aidé à coller quand j'avais 9 ans. J'avais cartographié de vraies constellations, insistant pour qu'elles soient précises. Je me souviens de lui, debout sur une chaise, suivant patiemment mes instructions pendant que je consultais mon livre d'astronomie. Déplace la ceinture d'Orion de 5 cm vers la gauche, papy, lui criai-je, si sérieuse à ce sujet. Dans l'obscurité, ces étoiles en plastique brillaient encore, faibles mais persistantes. Comme des souvenirs qui refusent de s'effacer, même quand tout le reste change. Cela fait 6 ans depuis ce jour. 6 ans que la porte d'entrée a claqué derrière mes parents et ma sœur. Leurs pas en colère résonnant sur le porche, comme les derniers vestiges d'une tempête qui s'éloigne enfin vers la mer. Je ne leur ai pas parlé depuis. Parfois, leurs noms apparaissent sur mon téléphone, des numéros inconnus, des emails recyclés, des demandes d'amis via de faux comptes, mais je les supprime tous sans les ouvrir. Je n'ai pas besoin d'entendre leurs excuses. Pas quand elles ne naissent que de l'absence. Ils ont fait leur choix, et moi aussi. Le laboratoire que papy m'a laissé. Mon laboratoire. Il est passé d'un espace de recherche privé à quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Nous l'avons nommé le Centre d'innovation Walter Dawson. Et nous n'avons pas seulement gardé son nom en vie. Nous avons honoré sa foi. Nous nous spécialisons dans les technologies agricoles durables, les systèmes de micro-irrigation, la génétique des cultures adaptatives, la gestion écologique des nuisibles. Des choses qui vivaient autrefois dans les marges des expositions scientifiques se retrouvent maintenant dans les fermes en difficulté à travers l'État. Le mois dernier, j'étais sur une scène à San Francisco pour accepter une subvention nationale pour l'innovation et la résilience climatique. Je portais un tailleur bleu marine et le silence de ma mère comme une armure. La foule a applaudi. La lumière des projecteurs ne m'a pas aveuglé. Je les regardais droit dans les yeux sans ciller. Et à côté de la scène, encadrée sous le logo de la fondation, il y avait une photo de Walter Dawson souriant devant un champ de tournesol. La légende disait, pour les rêveurs qui investissent en ceux que le monde ignore. Quelque part, je pense que tu l'as vu. Le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des nuits où je doutais de tout. De moi-même, de mes capacités, de savoir si je pouvais vraiment construire quelque chose à partir de rien sans m'effondrer. Il y a eu des expériences ratées, des demandes de subventions rejetées, des moments où le poids des attentes de papy semblait trop lourd à porter. Mais chaque fois que je flanchais, je me souvenais de ces mots, écris les choses qu'ils ne comprennent pas. Un jour, le monde comprendra. Et lentement, le centre a grandi. Au début,
c'était juste moi et 2 étudiants diplômés travaillant dans ce qui était essentiellement une grange aménagée avec un équipement de pointe qui semblait presque comiquement déplacé parmi les poutres en bois. Maintenant, nous avons un personnel de 27 chercheurs, 4 départements, des partenariats avec 3 universités et des sites de terrain dans 12 comtés du Texas. Tara et Mika, mes amis les plus proches depuis l'université, dirigent maintenant des départements au sein du centre. Nous rions beaucoup. Nous ratons encore des expériences. Nous brûlons encore du pop-corn dans le micro-ondes de la salle de pause. Mais nous changeons aussi des vies, non pas parce que nous sommes plus intelligents, mais parce que quelqu'un a cru que nous le pouvions. Au printemps dernier, nous avons organisé notre premier camp scientifique pour les jeunes. 15 enfants de communautés rurales, chacun avec ce même regard que j'avais autrefois, avide de connaissances, désespéré d'être vu. Une fille, à peine 13 ans, avec des lunettes épaisses et une voix douce, m'a montré son carnet rempli d'observations sur les populations d'abeilles indigènes dans sa ville natale. Ses calculs étaient approximatifs mais intuitifs. Ses questions, brillantes dans leur simplicité. Quand je le lui ai dit, elle m'a regardé avec une telle surprise que j'ai dû me détourner pour cacher mes larmes. « Vous l'avez vraiment lu ?» a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus extraordinaire que j'aurais pu faire. J'ai su alors que l'héritage de papy ne se limitait pas à la recherche ou au centre. Il s'agissait de briser les cycles, de voir le potentiel là où d'autres voyaient des inconvénients. Nous avons étendu le programme pour les jeunes pour atteindre plus de 150 étudiants par an. Maintenant, nous l'appelons l'initiative des petits scientifiques, un nom qui ne manque jamais de me faire sourire. Chaque participant reçoit un carnet relié en cuir semblable à celui que papy m'a donné derrière cette grange il y a tant d'années. Sur la première page, nous avons imprimé ces mots, écrit les choses qu'ils ne comprennent pas. Un jour, le monde comprendra. Certains de nos premiers participants entrent maintenant à l'université avec des bourses complètes pour étudier les sciences de l'environnement et l'agriculture durable. Le centre lui-même a grandi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce qui a commencé comme un modeste centre de recherche s'est étendu pour inclure 5 bâtiments de laboratoire modernes, 3 complexes de serres et plus de 60 acres de champs de culture expérimentaux. Nous avons établi des partenariats avec des organisations de recherche internationales du Brésil au Kenya, partageant nos innovations avec des agriculteurs confrontés aux effets les plus durs du changement climatique. L'année dernière, notre variété de maïs résistante à la sécheresse a aidé à nourrir environ 40 000 personnes dans des régions où les cultures traditionnelles avaient échoué pendant 3 saisons consécutives. L'ironie ne m'échappe pas que les qualités mêmes que ma famille a essayé de réprimer, ma pensée méthodique, mon obsession des détails, ma préférence pour l'observation tranquille plutôt que la confiance performative, sont précisément ce qui a rendu ce travail possible. Il y a une certaine justice poétique là-dedans, je suppose. 3 ans après la lecture du testament, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant Vanessa. Elle demandait la permission de visiter le centre. Au début, j'ai pensé que c'était une autre tentative de contester le testament, mais quand elle est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Fini l'apparence soignée, le sourire étudié, le charme répété. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, plus authentique dans son incertitude. Je n'attends pas de pardon, dit-elle, se tenant maladroitement dans le hall principal, fixant le portrait de papy au-dessus de la réception. Je voulais juste voir ce qu'il a construit pour toi, ce que tu as construit avec. Je lui ai fait faire le tour, lui ai montré les laboratoires, les serres, les champs où nous testions de nouveaux systèmes d'irrigation. Elle a posé des questions intelligentes, a montré un intérêt sincère. Quand nous avons atteint le jardin communautaire où les familles locales cultivent leur propre nourriture en utilisant nos méthodes, elle s'est arrêtée. Il a toujours su qui tu étais, dit-elle doucement. Même quand je ne le savais pas, même quand je faisais semblant de ne pas le savoir. Nous ne nous parlons pas souvent, Vanessa et moi. Les blessures sont trop profondes pour une réconciliation désinvolte. Mais 2 fois par an, elle fait du bénévolat à notre camp scientifique pour les jeunes. Elle enseigne aux enfants les compétences de présentation, comment communiquer des idées complexes à un public non scientifique. C'est un petit pont, mais c'est quelque chose que ni l'une ni l'autre ne pensions possible. Mes parents n'ont fait aucune ouverture de ce genre. Aux dernières nouvelles, ils avaient déménagé en Floride après la retraite anticipée de papa de la société d'investissement. Parfois,
je vois le nom de maman associé à des galas de charité dans des publications sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale. Papa apparaît occasionnellement dans des revues d'affaires, offrant des commentaires sur les tendances du marché. Ils existent dans un monde parallèle au mien, aucun de nous ne franchissant la frontière. Mamie a vécu au ranch jusqu'à l'année dernière, lorsque son arthrite a rendu les escaliers trop difficiles. Maintenant, elle a un appartement attenant à ma maison en ville. Assez proche pour que je puisse la voir tous les jours, mais assez séparée pour qu'elle conserve son indépendance. Nous prenons le café ensemble la plupart des matins. Elle me raconte des histoires sur papy que je n'ai jamais connues. Comment ils se sont rencontrés à une foire du comté quand elle a renversé son stand de tomates primées. Comment il l'a demandé en mariage avec une bague attachée à un jeune arbre qu'il a planté dans le jardin de ses parents. Comment il a passé 30 ans à s'occuper de cet arbre jusqu'à ce qu'il porte des fruits. Parfois, je me demande si Vanessa pense encore à ce jour-là. Si maman organise toujours des dîners et dit « j'ai 2 filles », avec un sourire étudié. Je me demande si papa se qualifie toujours d'homme de principe. Mais la plupart du temps, je ne me pose pas la question. Ce qui occupe mes pensées, ce sont les projets qui jalonnent notre calendrier de recherche pour les années à venir. La variété de blé résistante à la sécheresse qui montre des résultats prometteurs dans nos champs d'essai. Le système d'irrigation à énergie solaire que nous perfectionnons pour les petits agriculteurs. La technique de remédiation des sols qui pourrait transformer des terres agricoles épuisées en une seule saison de croissance. Nous venons d'obtenir une subvention de 25 millions de dollars de la National Science Foundation pour étendre nos recherches sur l'agriculture adaptée au climat. C'est la plus grande subvention de l'histoire de notre centre, et je me suis surprise à souhaiter pouvoir appeler papy, entendre sa voix se briser de fierté en lui annonçant la nouvelle. Au lieu de cela, j'ai marché sur le sentier derrière la vieille maison du ranch, je me suis assise sur le banc en bois qu'il a construit il y a des décennies, et j'ai regardé le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'ambre et d'or. Parfois, je lui parle encore là-bas, je le tiens au courant de nos progrès, je partage les petites victoires et les revers frustrants. Hier soir, mamie m'a rejointe sur ce banc. À 87 ans, elle se déplace plus lentement maintenant, mais son esprit est resté aussi vif que jamais. Nous sommes restées assises dans un silence confortable pendant un moment. Puis elle a fouillé dans la poche de son cardigan et m'a tendu une petite pochette en velours. « J'aurais dû te donner ça il y a des années », a-t-elle dit. Mais d'une manière ou d'une autre, ce n'était jamais le bon moment. À l'intérieur se trouvait la montre de poche de papy, celle qu'il a portée chaque jour de sa vie d'adulte. Le boîtier en argent était poli par des décennies de manipulation. Les initiales WD gravées au dos étaient presque effacées. Quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une minuscule photographie soigneusement découpée pour tenir à l'intérieur du couvercle. C'était une photo de moi à ma première exposition scientifique, rayonnante à côté de mon stand sur la communication des abeilles. Il te portait avec lui, dit simplement mamie. Chaque jour. J'ai placé la montre sur mon bureau au centre, là où le soleil du matin la frappe juste comme il faut, envoyant de petits cercles de lumière danser sur mes notes de recherche. Elle me rappelle qu'un héritage ne se mesure pas en dollars ou en récompenses, mais dans la certitude tranquille que quelqu'un a cru en vous assez pour investir dans votre potentiel. Notre dernier projet de recherche se concentre sur quelque chose dont papy parlait toujours, trouver des moyens d'aider les petites fermes familiales à survivre dans un paysage agricole de plus en plus corporatisé. Nous avons développé un modèle coopératif qui permet aux agriculteurs indépendants de partager des ressources, des connaissances et un accès au marché sans sacrifier leur autonomie. Le programme pilote a été lancé dans 3 comtés l'année dernière, et nous voyons déjà des familles qui étaient sur le point de vendre leurs terres trouver de nouvelles voies vers la durabilité. Quand je me promène dans ces fermes maintenant, en regardant les enfants aider leurs parents à mettre en œuvre nos systèmes d'irrigation ou à tester des échantillons de sol à l'aide de nos kits de terrain simplifiés, je vois l'avenir se dérouler en temps réel. Je vois des familles rester ensemble, des communautés rester intactes, des connaissances se transmettre d'une génération à l'autre. Non pas malgré le changement, mais grâce à lui. Hier, je réorganisais l'une des vieilles bibliothèques du laboratoire, quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années. Niché à l'intérieur d'un exemplaire abîmé de la nature des choses, j'ai trouvé une photographie.
J'ai su au moment où j'ai vu les bords délavés. C'était moi, peut-être 8 ans, accroupi dans l'herbe derrière la grange, tenant une loupe devant un scarabée sur une feuille. Papy se tenait à côté de moi, montrant quelque chose au loin. Nous sourions tous les deux. Au dos de la photo, de son écriture soignée et délibérée, il avait écrit « Ma petite scientifique changera le monde un jour ». Je suis restée assise là pendant un long moment, la tenant comme quelque chose de sacré, parce que maintenant, je sais qu'il avait raison.